Les Iraniens n'accepteront que si les États-Unis respectent leurs engagements. Autrement dit, le protocole d'accord ne suffit plus à l'Iran. La prochaine fois, les Iraniens diront d'abord « Vous devez donner quelque chose d'emblée. Nous ne ferons pas comme la dernière fois. » Ensuite, les Iraniens ajouteront le Yémen et le siège. Il faut y mettre fin et il faut faire quelque chose pour Gaza. La dernière fois, Gaza n'était pas mentionnée nommément, mais elle faisait partie des discussions. Le Yémen aussi. Mais cette fois-ci, ce sera plus explicite. Et il pourrait y avoir d'autres éléments également. Les Iraniens n'accepteront plus le protocole d'accord tel qu'il était, ni sa mise en œuvre telle qu'elle était, parce que nous avons vu que les États-Unis se sont abstenus de respecter leurs engagements. Ils ont violé tous leurs engagements. Et c'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Et pourtant, c'était le point numéro 1. Vous avez évoqué la possibilité d'y ajouter Gaza, et plus précisément le Yémen. Mais qu'en est-il du premier paragraphe déjà existant, celui sur le Liban? Parce que, dans le texte, il y avait quelque chose qui m'avait toujours frappé. Il était dit qu'il fallait mettre fin au combat, mais rien n'indiquait qu'Israël devait se retirer. Certaines personnes ont affirmé plus tard que c'était une exigence, mais ce n'était pas dans le texte effectivement signé. Est-ce que ça pourrait changer aussi? Eh bien, je ne sais pas. Je ne connais pas les détails. Je parle simplement en termes généraux, évidemment. Mais dans le premier article, il est bien question de la souveraineté libanaise. Et, bien sûr, on ne peut pas avoir de souveraineté tant qu'il y a une occupation étrangère. Je veux dire, si disons, je ne sais pas, le Mexique prenait le Nouveau-Mexique, et qu'ensuite vous parliez de souveraineté américaine, cela n'aurait aucun sens, tant que le Nouveau-Mexique ne serait pas libéré, ou que le gouvernement mexicain ne se retirerait pas, ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, autre chose que je devrais ajouter, parce que là encore, c'est quelque chose que Fox et d'autres médias répètent sans cesse. Ils continuent de répéter que les Iraniens ont frappé ces pétroliers et que c'est cela qui a déclenché cette phase des combats. Et je sais que vous connaissez la réalité, et je sais que votre public est très au fait de la politique. Mais je veux simplement le rappeler à ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas ou qui ne l'ont peut-être jamais entendu. Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Nous avions le protocole d'accord. Les États-Unis ont commencé à violer chacun de leurs engagements. Ils étaient censés restituer les avoirs iraniens volés. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient censés contraindre les Israéliens à respecter la souveraineté libanaise et à mettre fin à la guerre. Ils ne l'ont pas fait. Et c'était pareil sur tous les fronts, à Gaza notamment. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'étaient pas censés étendre le régime de sanctions. Ils l'ont fait. Ils étaient censés lever les sanctions sur les exportations de pétrole iranien. Ils les ont levées, puis les ont rétablies après seulement quelques jours. Ensuite, ils sont allés, et c'est là l'élément clé bien sûr, ouvrir ce corridor dans le détroit d'Ormuz. Et je sais que vous en avez parlé, je m'en excuse. Puis ils ont collaboré avec les Saoudiens, les Émiratis et les Koweïtiens pour faire passer des navires par ce corridor. Alors même que, dans l'article 5, la normalisation du détroit d'Ormuz, pendant la période où le protocole d'accord est appliqué, relève des Iraniens. Les Américains violaient donc cet accord, et ces pays collaboraient. L'Iran n'a cessé d'avertir les Américains et ces pays, mais ils ont ignoré l'Iran. C'est à ce moment-là que quelques jours plus tard, l'Iran a frappé 3 des navires. De nombreux navires étaient passés par là. Les Iraniens n'ont cessé de les avertir. Puis ils ont frappé ces navires, 3 navires de ces pays qui savaient ce qu'ils faisaient. Ensuite, les États-Unis ont frappé l'Iran, une autre violation, et ils ont relancé la guerre. Et bien sûr, ils ont réimposé le blocus, ce qui constitue une autre violation.
Les Américains ont donc violé tous les aspects de l'accord. Mais vous savez ce qui est le plus intéressant? C'est que dans le protocole d'accord, au bout d'un mois, le détroit est censé revenir à la normale. Si les Américains avaient simplement attendu encore une dizaine de jours, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement combien de jours, tout cela aurait été terminé. Autrement dit, les Iraniens auraient, enfin, le passage des navires aurait été aussi facile qu'il l'était avant la guerre. Mais les Américains ont dû saper, tenter de saper l'Iran. Ils ont dû saper l'autorité de l'Iran. Et cela nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui, avec une crise économique mondiale qui s'aggrave. Donc, si les Américains n'avaient rien fait, s'ils avaient simplement dit « D'accord, laissons les Iraniens faire ce qu'ils sont censés faire conformément à l'article 5 », alors à l'heure où vous et moi nous parlons, nous en serions au deuxième mois. Autrement dit, le commerce à travers le détroit serait normalisé. Il ne serait limité que dans la mesure où les navires israéliens ne pourraient pas passer, ni les navires de guerre américains, mais tous les autres feraient des allers-retours. Donc Trump a essentiellement créé une crise sans absolument aucune raison, si ce n'est qu'il voulait simplement saper l'Iran. Oui, et qu'est-ce que ça nous a apporté? Pas grand-chose de bon. Laissez-moi vous poser une autre question, parce que, encore une fois, dans ce contexte où tout est lié, il semble aussi qu'un nouveau front se soit ouvert. D'abord, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont attaqué certaines unités des PMF, les unités soutenues par les chiites qui font partie des forces de sécurité irakiennes. Évidemment, cela a profondément irrité le gouvernement irakien, puis la présidence. On a également vu, du côté jordanien, une lettre ouverte disant qu'ils veulent le départ des forces américaines. Ils ne veulent pas que cela devienne aussi un aimant à cible, avec des cibles frappées là-bas. Mais vous avez dit plus tôt que, selon vous, c'était une grave erreur de la part des États-Unis et de l'Arabie saoudite d'attaquer les unités des PMF. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais souligner quelque chose. À l'époque où Daesh avait pris d'immenses portions de la Syrie, puis avait envahi l'Irak, l'Iran et le Hezbollah ont envoyé des troupes pour aider les Irakiens à créer une force aux côtés des forces armées afin de vaincre Daesh. Cette force, c'était les FMP, les forces de mobilisation populaire. Et lorsque Mossoul a été libéré, je suis effectivement entré dans la ville avec eux. Dans les hashds avec lesquels j'étais, il y avait des chrétiens. J'ai même dîné avec l'un des dirigeants chrétiens des hashds, dans une zone autour de Mossoul. Je ne me souviens plus du nom de cette région du pays, mais il était chrétien, financé par l'Iran, soutenu par l'Iran. J'y suis allé avec lui, avec 2 autres universitaires et experts. Nous avons dîné avec lui et nous avons discuté. Nous avons traversé une vaste région qui était sous le contrôle du Hashd, la mobilisation populaire sunnite, parce qu'il y avait des quartiers sunnites. L'unité chrétienne se trouvait dans une zone chrétienne. Ce n'était pas comme s'ils étaient séparés. C'était aussi mélangé, mais dans certaines zones, la population est majoritairement chiite, dans d'autres, elle est chrétienne. Donc là, c'était majoritairement chrétien. Et d'ailleurs, les Yézidis, ce sont les Iraniens et la mobilisation populaire qui les ont sauvés. D'une manière ou d'une autre, les médias occidentaux ont essayé de présenter ça comme si les États-Unis avaient joué un rôle, ce qui n'était pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Hashd, cette force de mobilisation populaire, concerne l'Irak tout entier. Et ce que les Américains et les Saoudiens ont fait, c'est qu'ils l'ont bombardé. Mais la réalité, c'est qu'ils ont bombardé ces unités parce qu'ils disaient qu'elles avaient frappé l'Arabie saoudite. Or, en réalité, c'était le Yémen, aussi bien le premier jour que le deuxième. Ce n'était pas l'Irak. Et ils sont allés bombarder ces unités qui faisaient partie des forces armées irano-irakiennes.
Et puis les Saoudiens ont aussi été malhonnêtes, parce qu'hier, c'est-à-dire pas aujourd'hui, mais avant-hier, ils ont dit que des drones avaient frappé l'Arabie saoudite. Or, il n'y a pas eu non plus de frappe contre l'Arabie saoudite hier, ni depuis le Yémen, ni de la part des Irakiens. Mais il semble que l'Arabie saoudite ne veuille pas attribuer les frappes au Yémen. Ou alors, elle ne sait pas quoi faire face au Yémen. Donc, elle essaie d'en accuser l'Irak et de s'en prendre à lui. Mais cela a provoqué un énorme tollé en Irak, et les gens manifestent et réclament vengeance. Et les forces de mobilisation populaire en Irak, la résistance irakienne aussi, disent qu'elles vont se venger. Donc ce que les Saoudiens ont fait, il y a toujours eu des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Irak de toute façon. C'est historique. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais le fait est que les Saoudiens ont provoqué le Yémen. Maintenant, ils ont provoqué l'Irak. Je veux dire, ils ont provoqué le Yémen en bombardant stupidement l'aéroport international. Maintenant, ils ont bombardé l'Irak aux côtés des Américains, avec Trump. Et Trump n'est populaire nulle part dans cette région du monde. Donc ils sont perçus comme bombardant aux côtés de Trump, comme étant de fait aux côtés d'Israël, contre la résistance qui soutient les Palestiniens. En Irak, ils ont suscité l'indignation. Dans toute la région, les gens savent de quel côté ils sont. Et maintenant, on va simplement assister à davantage d'escalade. Et donc, je veux dire, je réfléchis simplement sur le plan militaire. Les Saoudiens, même avec le soutien des avions ravitailleurs américains et d'autres aides dont ils disposaient depuis 2015, n'ont jamais réussi à vaincre les Houthis. Jamais, quoi qu'ils fassent. Au sol, dans les airs, ça ne faisait aucune différence. Ils se sont simplement épuisés, jusqu'à finalement, en quelque sorte, baisser les bras. Et maintenant que cette guerre a commencé, en remontant à l'administration Biden, ils ont essayé de faire certaines choses avec les Houthis qui tentaient de bloquer la navigation en mer Rouge à cause de ce qui se passait à Gaza, etc. Puis l'administration Trump est arrivée. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Au bout d'environ un mois, ils ont simplement baissé les bras et dit oui, laissez tomber, on ne va pas faire ça. Eh bien maintenant, tout à coup, nous voilà de nouveau engagés. Et pourquoi l'Arabie saoudite, selon ce que vous en comprenez, voudrait-elle ajouter un autre front à sa guerre? Je veux dire, ils ont déjà le problème avec l'Iran. Ils ont le problème de la fermeture de Bab el-Mandeb. Et maintenant, il y a des activités militaires là-bas. Pourquoi voudrait-il en ajouter un autre, du côté iranien ou du côté irakien? Eh bien, deux choses. D'abord, les Houthis, comme on les appelle en Occident, mais qui se désignent eux-mêmes comme Ansar Allah, ainsi que le gouvernement yéménite, sont aujourd'hui bien plus forts qu'à l'époque où ils combattaient les Saoudiens. Et les Saoudiens, comme vous l'avez justement souligné, ont fini par devoir accepter un cessez-le-feu, parce qu'Ansar Allah devenait plus capable. Ils ont commencé à développer des drones et des missiles, et ils ont commencé à frapper des installations énergétiques saoudiennes. Les Saoudiens ont dû abandonner. Et puis bien sûr, comme vous l'avez justement rappelé, les États-Unis n'ont pas pu les vaincre. Alors que vont faire les Saoudiens maintenant? Et désormais, les Saoudiens et les Américains ont l'Iran, le Yémen et bien sûr l'Irak maintenant. Donc maintenant, ils sont en quelque sorte en train de réveiller plusieurs nids de frelons à la fois. Mais il y a aussi autre chose, et je pense que ça pourrait être lié à votre réponse. Le docteur Larijani, qui préside le Conseil suprême de sécurité nationale, et que les Américains et les Israéliens ont assassiné pendant la guerre de 40 jours, a dit un jour, lors d'une conversation privée. Mais la personne à qui il parlait l'a ensuite rapporté dans une réunion. Il a dit, « Écoutez, j'ai rencontré beaucoup de ces dirigeants, parce qu'il présidait le Conseil suprême de sécurité nationale. Il allait et venait dans le cadre de délégations
revenant de ces régimes familiaux arabes du Golfe Persique et ainsi de suite. Et il disait, « Écoutez, beaucoup de ces gens comprennent ce que je dis. Ils comprennent ce que je dis. Mais ils sont trop, là je paraphrase, ce ne sont pas ces mots. Ils sont trop corrompus par l'argent et trop liés aux États-Unis pour pouvoir faire quoi que ce soit, pour pouvoir changer, pour pouvoir réfléchir lucidement, pour pouvoir faire ce qu'il faut. Je pense que Mohammed Ben Salman est entouré de bénis oui-oui, et je ne pense pas qu'il ait été élevé pour réfléchir de manière raisonnable. Rappelez-vous, c'est l'homme qui a kidnappé le premier ministre libanais et l'a roué de coups. C'est l'homme qui a fait assassiner Jamal Khashoggi, un ressortissant saoudien qui était proche du gouvernement saoudien, jusqu'à ce qu'il s'en éloigne un peu. Lui et moi avions l'habitude de débattre. Il soutenait le gouvernement saoudien et moi je le critiquais. Il l'a assassiné en Turquie, comme nous nous en souvenons tous, vous savez. Et il a simplement fait disparaître son corps. Puis il a imposé un siège sur... Et il a aussi mené cette guerre génocidaire au Yémen. Ce n'est donc pas exactement le dirigeant le plus sophistiqué et le plus réfléchi de cette planète. Et donc, comme avec Trump, vous, moi et d'autres, on se demande toujours pourquoi fait-il ce genre de choses? C'est la même chose avec lui. Il ne réfléchit pas de manière rationnelle. Vous savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans différentes émissions. Quand j'étais plus jeune, il y a peut-être 20 ans, je me souviens que mon bon ami Alistair Crook organisait des conférences, des séminaires à Beyrouth. Il y a peut-être 20 ans, je suis allé à l'un de ces séminaires. J'avais 20 ans de moins. Et il a dit, nous prenions un café, lui, moi, et peut-être 2 autres personnes. Puis il a dit quelque chose sur la politique occidentale. Et je lui ai dit, eh bien, Alistair, pourquoi les États-Unis font-ils ça? Ou pourquoi font-ils cela? Ce n'est pas dans leur intérêt. Et il m'a répondu, Muhammad, ton problème, c'est que tu penses qu'en Occident, le processus de décision repose sur la raison. Cette voie-là. Enfin, quelques mois plus tard, je suis retourné au Liban pour une autre de ces conférences. Et nous avions une autre conversation, je suppose, autour d'un café, un peu comme la fois précédente. Et nous parlions aussi d'une autre politique. Je ne me souviens plus laquelle. Alasdair est quelqu'un d'intelligent. Je lui ai dit, bon, Alasdair, pourquoi font-ils ça? Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Occident. Il m'a répondu, Muhammad, tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a quelques mois? En Occident, ils ne raisonnent pas de manière rationnelle. Ils ne mènent pas leur politique sur la base d'une réflexion rationnelle. Ce sont les émotions. En grande partie, ce sont les émotions. Donc je pense que quand il s'agit de Trump, c'est 2 fois plus vrai. Et je pense que quand il s'agit de Mohammed Ben Salman, c'est probablement la même chose que pour Trump. Ce n'est pas fondé sur une pensée rationnelle. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu la guerre de 12 jours. Il n'y aurait pas eu ces 5 mois de guerre. Et nous ne verrions pas les événements de ces derniers jours se dérouler comme ils le font. Et cela devient vraiment dangereux, parce qu'il y a maintenant des conflits entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Ensuite, il y a l'Irak et l'Arabie saoudite. Puis les Iraniens et les États-Unis. Je veux dire, cela se joue désormais sur plusieurs fronts. Et puis vous avez entendu les informations sur le gouvernement irakien qui a arrêté des Ukrainiens. C'était des cellules ukrainiennes ou soutenues par l'Ukraine en Irak. Elles lançaient des drones contre différents acteurs, des soutiens de l'Iran, des détracteurs de l'Iran, en cherchant simplement à créer le chaos. Le gouvernement irakien les a donc arrêtés, je crois, ces derniers jours. Dans une situation où il y a autant d'acteurs différents et autant d'armes, avec tout ce pétrole et ce gaz, tous ces champs pétroliers et gaziers, les risques que la situation échappe à tout contrôle deviennent évidemment beaucoup plus élevés.
much higher.